Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer notre atelier dont la thématique c'est le financement de la biodiversité. Alors, je m'appelle Mathieu Delabille, je travaille à l'Office français de la biodiversité et ma mission sera d'animer cet atelier. Laurence Clotte de l'agence de l'eau RMC va nous parler de ce que font les agences de l'eau. Vous aurez Clémence et Alexia qui vont pouvoir se présenter et nous parler de leur structure un peu plus tard dans le débat. Donc l'objectif de cet atelier, c'est d'être très concret, de vous donner des clés sur comment et où aller chercher les financements. On a une petite particularité dans l'animation, c'est qu'on a un quiz et vous allez participer à cet atelier en répondant aux questions et au travers des résultats de vos réponses et des réponses que vous nous apporterons, on espère que vous allez mieux mémoriser le sujet des financements de la biodiversité. Le contexte d'aujourd'hui, c'est les COP régionales dont on a parlé ce matin qui commencent avec la planification écologique, le lancement de la SNB qui est récent, des nouveaux modes de contractualisation avec l'État, donc avec la NCT notamment, et le démarrage d'un projet Life Biodifrance porté par l'OFB. Donc les financements dédiés aux actions en faveur de la biodiversité sont multiples, nombreux, et d'une manière générale, ils sont croissants. Les questions simples qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qui finance quoi? Quels sont les financements publics auxquels vous pouvez accéder? Les financements privés? Quels sont les opérateurs à contacter? Pour quel projet? Et quelles sont les modalités administratives, contractuelles, pour obtenir les financements? Donc on commence, voilà, Clémence, à toi. Bonjour à tous, donc je suis Clémence Bourset, responsable de la mission économie de la biodiversité à CDC Biodiversité, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, spécialisée sur les sujets de biodiversité, société à mission aussi, qui a mis la biodiversité au cœur, et du coup qui fait à la fois de la compensation, de la restauration écologique dans un cadre réglementaire et volontaire, de l'accompagnement d'acteurs publics et privés sur ces sujets, de la formation et de la recherche et développement avec du développement d'outils, notamment le Global Biodiversity Score, et des publications sur des sujets biodiversité, économie, avec une présence un petit peu partout sur les territoires. Voilà rapidement CDC Biodiversité. Merci Clémence. Laurence, oui, l'agence de l'eau. bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Clotte, je suis pilote de la biodiversité, cette politique biodiversité à l'agence de l'eau Rhône, Méditerranée, Corse. Je suis à Lyon. Il existe une délégation à Montpellier. J'ai un collègue dans la salle là. Voilà, je voulais simplement préciser que donc moi je vais intervenir au titre de cette agence de l'eau qu'on appelle agence de l'eau RMC, mais il existe 5 autres agences de l'eau en métropole et j'essaierai, si vous avez des questions en particulier, si vous venez de plus loin, de répondre à vos questions, mais j'acterai plutôt mon intervention sur ce territoire qui est le territoire sur lequel se déroule aujourd'hui cette session. Juste pour terminer, les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État qui sont chargés à la fois de percevoir les redevances sur le principe de pollueur-payeur et de reverser les aides, enfin les budgets donc ainsi collectés sous la forme d'aides à la fois pour atteindre le bon état des eaux et dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Voilà. Merci Laurence. Alors, l'ANCT devait être représentée, mais l'intervenant n'a pas pu être présent. Donc, je vais me faire le porte-parole de l'Agence nationale de cohésion des territoires. L'ANCT, c'est l'outil qui permet la contractualisation entre les collectivités et les autorités de l'État, les préfectures notamment, avec des financements qu'on explorera un peu plus tard, mais le Fonds vert, le DTER, le DECIL, qui sont à la main des préfets et qui permettent aux territoires et aux collectivités de contractualiser pour avoir accès à ces financements. Les CRTE sont des outils qui sont en pleine expansion. Aujourd'hui, on a 504 signés sur le territoire national. 203 CRTE ont un axe stratégique relatif à la nature et à la biodiversité
Et via cette contractualisation, vous mettez en cohérence votre stratégie territoriale avec l'ensemble des grands schémas stratégiques. Pensez à des échelles plus larges. Voilà. Alexia? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alexia Gazelle de l'équipe Aide Territoire. Donc Aide Territoire, si certains d'entre vous connaissent, c'est une plateforme publique et gratuite à destination des collectivités pour les aider à trouver des aides, à la fois financières et en ingénierie. Donc voilà, je ne veux pas spoiler le quiz, donc je n'en dis pas plus, mais juste pour vous dire que c'est une initiative complètement publique et gratuite qui est portée à la fois par le ministère en charge de la cohésion des territoires et par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Voilà. Voilà, donc on est prêt, on va bientôt lancer le quiz. Donc la première étape pour vous, ça va être de vous connecter. Et là, on a Chloé qui est présente et qui peut répondre à vos problèmes si vous avez des soucis techniques. Donc, Louison, si tu peux lancer le QR code. Merci. Alors, Louison en régie, si tu peux lancer le quiz, voilà. Là, on voit sur les écrans. Merci. Donc, il faut que vous vous connectiez à cette application ou alors vous vous connectiez via le QR code. Donc, on vous laisse quelques minutes pour le faire. Pour ceux qui rencontrent des problèmes, n'hésitez pas à nous le signaler. On a 2 personnes qui vont pouvoir venir solutionner les soucis éventuels. Voilà. Alors, encore quelques secondes. Bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous vous sentez prêts? Voilà, si jamais vous avez un souci, signalez-vous et Chloé viendra à votre rencontre. Donc si tout est bon, eh bien, on va commencer le quiz et on commence avec la première question. Selon vous, quels sont les acteurs principaux qui financent aujourd'hui la biodiversité? On a les acteurs publics, l'État, les agences de l'eau, les collectivités. On a les acteurs privés. Et on a les citoyens. Tout le monde a répondu. Et donc, on va vous donner la bonne réponse. Et c'est Clémence qui va commenter la réponse. Et donc la bonne réponse, c'était les financeurs publics. Et donc on a un rapport qui a été remis par l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable début 2023 qui fait un peu le bilan des financements pour la biodiversité en prenant comme année de référence 2021. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est le rôle de l'État, des différentes collectivités, et on reviendra parce que c'est l'objet de la question suivante, des opérateurs de l'État aussi, des fonds européens. Et on a aussi dans ce rapport les différents financements privés qui sont aujourd'hui pas forcément évidents à mettre en avant, et le rôle du mécénat aussi. Et je voulais vous partager peut-être l'expérience du programme Nature 2050 qui est porté par CDC Biodiversité et le Fonds Nature 2050 autour des solutions fondées sur la nature. Donc l'objectif, c'est la préservation, la restauration de la biodiversité sur les territoires, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation des territoires avec un objectif à 2050. Peut-être pour vous donner des chiffres un petit peu clés, donc c'est des contributions d'acteurs publics et privés, notamment beaucoup de la Caisse des dépôts et de ses filiales. Par exemple ICAD, la Compagnie des Alpes, la Banque Postale, on a aussi la Banque des Territoires, CNP Assurance, BPI, et on a d'autres acteurs tels que Amazon, Aéroports de Paris, etc. Pour un total depuis la création du fonds en 2016 de près de 12 millions d'euros et 65 projets à fin 2022. Et en fait, l'objectif sur les territoires, c'est pour 5 € de contribution, la restauration d'1 mètre carré et l'adaptation jusqu'à 2050 avec un suivi d'indicateurs.
Voilà, pour vous donner un panorama avec des cibles d'action que vous voyez et la carte des projets aussi dans les territoires. Merci Clémence. Donc, vous aviez tous répondu en identifiant que les fonds publics étaient la source principale de financement de la biodiversité. Le message à ce stade, c'est qu'il y a des fonds privés. Les fonds privés, le meilleur exemple qu'on ait à vous proposer aujourd'hui, c'est Nature 2050, porté par la CDC Biodiversité. Mais sachez qu'il y en a d'autres qui sont en train de se constituer. La finance à impact, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 0,5% de la finance qui cherche à investir les projets de biodiversité. Leur objectif, c'est de passer à 2% et à 5%. Donc on va avoir de plus en plus d'argent privé disponible sous forme de fonds pour venir compléter les maquettes financières, essentiellement aujourd'hui financées par de l'argent public. On va passer à la question suivante. Alors là, on a le classement du quiz. Donc vous aviez tous très bien répondu. Selon la vitesse à laquelle vous répondez, vous êtes en première ou autre position. Ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est plus de sonder si vous êtes en phase avec les repères qu'on va vous donner. Donc la question 2, la voici. En 2021, quelle a été la part imputable aux collectivités territoriales dans les financements publics dédiés à la biodiversité? Est-ce que c'est 20%, 30% ou 40%? Donc tout le monde a répondu et on va vous dévoiler la réponse et Clémence apportera les commentaires nécessaires. Donc je vous l'ai dit, maintenant on va s'intéresser plus spécifiquement aux collectivités. Elles représentent une part importante des financements au titre des financements publics, toujours selon le rapport de l'IGEDD sur les 2,3 milliards d'euros qui ont été disponibles au titre des politiques publiques en 2021. Sur des actions, par exemple, concernant les aires protégées, la préservation des espaces et des espèces, la restauration écologique, la protection des milieux marins, l'approfondissement des connaissances et la politique de l'environnement. Les collectivités représentent 40%, avec 8% du total pour les régions, 19% pour les départements et 13% pour le bloc communal. Donc c'est vraiment une part importante et donc les collectivités ont un rôle clé dans le financement des politiques publiques de biodiversité. Pour le reste, et c'est l'objet aussi des prochaines questions, on a une part importante, les 60% restants pour l'État et ses opérateurs, OFB, Agence de l'eau, Conservatoire du littoral, et également les fonds européens qui jouent un rôle dans ce total. Donc en gros, retenez les chiffres, 40% par les collectivités territoriales, un peu moins de 60% pour l'État et ses opérateurs, et les fonds européens restent encore des fonds importants, mais marginaux en matière de financement des projets. Donc, voilà, vous avez un peu le classement des réponses. Il y avait une majorité de réponses erronées sur cette question, donc c'était important qu'on vous redonne un peu la part des collectivités dans le financement. On va passer à la question suivante. Quel est l'acronyme du programme financier européen dédié à la protection de l'environnement? C'est une question normalement facile. Donc, la bonne réponse, c'est le LIFE. Le LIFE, c'est l'instrument financier pour l'environnement, tout simplement. C'est même très français comme terminologie.
C'est un des gros programmes de la Commission européenne. Hein. Les volumes financiers sont assez conséquents. Aujourd'hui, on est sur une enveloppe dotée de 5,4 milliards d'euros pour le programme 2021-2027. Depuis l'adoption du pacte vert, les fonds sont répartis et rentrent dans le FEDER, le FEAPMA que vous connaissez un peu plus. Donc soyez vigilants, regardez les programmes européens, regardez les thématiques de ces programmes. Et pour rentrer dans ces programmes, il faut construire des partenariats. Donc il faut répondre à plusieurs. Il y a des porteurs de projets, il y a des bénéficiaires. L'OFB porte 2 principaux programmes européens aujourd'hui. Il y a le Life Artisan, avec ma collègue de Mathilde, qui est présente dans la salle et qui pourra vous donner plus d'informations sur la structuration de ce programme. Et on a eu une bonne nouvelle il y a 3 semaines avec le Life Nature, pour lequel la Commission européenne nous a envoyé la contractualisation. Et il est lancé, on a pu signer la maquette financière. Voilà, alors, question suivante. Les agences de l'eau financent uniquement des projets liés à la ressource en eau, oui ou non? Oui, donc je vais commenter la réponse. Effectivement, les agences de l'eau ne financent pas uniquement les projets liés à la ressource en eau pour la qualité et la quantité. Oula, est-ce qu'on est... Ouh, c'est petit. Ouh, c'est trop petit. Bon, depuis 2016, effectivement, depuis la loi sur la biodiversité, sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les agences de l'eau peuvent aller au-delà de l'eau. Je reviens quand même sur le socle initial, hein, puisque les agences de l'eau, depuis les années 60, donc, interviennent pour lutter contre la pollution et pour restaurer les cours d'eau, les zones humides, et également restaurer la continuité aquatique. Hein. Ces éléments-là sont et également donc travailler sur la morphologie des cours d'eau, hein, pour leur redonner un fonctionnement plus naturel. Ce travail-là, il est fondamental pour constituer une biodiversité résiliente. Quand on restaure un milieu, un écosystème, la biodiversité afférente revient. Et donc c'est fondamental pour autant d'avoir en tête que les agences de l'eau donc travaillent sur la biodiversité, sur sa reconquête depuis de très nombreuses années. Le programme, il est de l'ordre de 250 millions d'euros par an pour les 6 agences, hein, au niveau national. De toute façon, à partir de 2016, effectivement, les agences ont eu la possibilité de prendre la compétence biodiversité terrestre et marine. Et c'est ce qui a été fait. Donc, effectivement, les agences peuvent maintenant aller sur le terrestre, sur le sec. On va poursuivre. Et Laurence, en Occitanie, l'agence RMC que tu représentes, tu peux nous donner un peu plus de précision sur les montants, les enveloppes? Sur l'Occitanie? Oui. Ou alors à l'échelle RMC. Hein, bon, déjà à l'échelle RMC, sur la biodiversité terrestre, nouvelle génération, je dirais, donc dès qu'on sort de l'eau, on apporte à peu près 6 millions d'euros par an depuis 2019, ce qui représente à peu près, je pense, 80 opérations, 100 opérations par an en fait, que l'on finance. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça? Je ne sais plus. Mais oui, la délégation est à Montpellier. Alors il y a une spécificité, hein, en Occitanie, c'est que Occitanie relève de 2 agences, donc l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui a des modalités assez semblables. Donc on va y venir au niveau des financements. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les agences de l'eau sont les principaux financeurs de la biodiversité. En région de la biodiversité. Ouais, je pense qu'on peut le dire véritablement, oui. Que ce soit donc par ce socle-là, hein, dont je parle, le socle de milieu aquatique humide, et que ce soit donc sur ensuite derrière sur le financement de la biodiversité. Enfin, il faut voir que 6 millions d'euros de financement de la biodiversité, c'est quand même très important par rapport à ce qui pouvait être financé avant. Hein. En biodiversité, on a des coûts qui sont moindres. Les opérations de restauration de la biodiversité ne sont pas très chères. La restauration morphologique d'un cours d'eau, c'est
quelque chose qui coûte très cher. Ce sont des millions d'euros au kilomètre. Sur la biodiversité, très rapidement, une mare, c'est 1 500 euros. Très rapidement, on restaure. Hein. Donc, même 6 millions d'euros, 10 millions d'euros par an, c'est beaucoup d'argent pour la biodiversité et ça peut accompagner beaucoup de projets. Donc, Alors, on va rentrer un peu plus précisément dans les projets qui sont soutenus par l'agence avec le quiz. Donc, on lance la prochaine question. Dans le domaine de la biodiversité terrestre, l'agence de l'eau RMC aide les travaux de restauration de la trame verte, la trame émeraude, la trame turquoise ou la trame céladon. alors, vous avez terminé et vous avez tous trouvé, non, vous n'avez pas tous trouvé la trame turquoise. Donc, la première était la trame verte, effectivement, c'est-à-dire le terrestre pur. Hein. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous a posé cette question? C'est pour que vous vous souveniez qu'il y a une couleur associée à ce que l'agence de l'eau RMC souhaite financer ou peut financer aujourd'hui. Et donc cette trame, c'est la trame turquoise. Turquoise parce que vert plus bleu. Et en l'occurrence, donc l'agence de l'eau RMC, elle va aider les travaux qui vont permettre aux espèces qui sont inféodées à l'eau de pouvoir réaliser leur cycle de vie complet sur le terrestre. Donc, par exemple, les amphibiens qui ont besoin de se reproduire dans l'eau et qui ensuite doivent se déplacer pour pouvoir soit rencontrer des congénères, soit hiverner, par exemple, ou de toute façon s'alimenter, se reposer sur le terrestre. Donc voilà, le terme employé, c'est le terme trame turquoise. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très proche de la trame verte, mais c'est vrai que ça reste limité aux espèces inféodées à l'eau, mais ça permet de faire encore déjà beaucoup de choses. La notion importante aussi, c'est cette notion d'habitat. Hein, nous, on travaille sur la reconquête des espaces. Hein. Vous savez que c'est la première cause de dégradation de la biodiversité, c'est l'artificialisation et la fragmentation des espaces. Donc la priorité pour nous, c'est de travailler là-dessus et donc travailler plutôt sur les habitats. Et comment on sait si on est dans une trame turquoise de l'agence de l'eau? Comment on sait si on est sur la trame voilà. Alors, la trame, c'est effectivement un espace, mais il va aussi, cet espace-là, se référer à la circulation des espèces inféodées à l'eau. Et donc, l'important, c'est de voir à quelle distance, à quelque chose près, à quelle distance vous êtes d'un cours d'eau ou d'une zone humide, voire de mare. Et là, vous êtes à une distance de 500 mètres, 1 km, vous êtes sur une trame turquoise. Et par ailleurs, on peut aller plus loin, puisque les espèces se déplacent effectivement, mais elles vont de milieu en milieu, et donc ça peut être beaucoup plus large. Donc globalement, on est toujours sur une trame turquoise, il faut savoir simplement laquelle, en fait, hein. Il faut avoir un circuit. Les cartographies existent, et sur le site de l'agence, on peut trouver là où on est, si on est dans la trame turquoise ou pas. Il n'y a pas de cartographie parce que la trame turquoise n'est pas un concept qui a été travaillé dans ce sens. Simplement, il faut se poser la question de se dire qu'est-ce que je veux défendre. Ici, moi, je suis sur une collectivité. Je sais que j'ai des espèces amphibiens, j'ai des crapauds, je peux avoir même des espèces menacées hein, sur mon territoire. Regardons par où elles voudraient passer, par où il faudrait qu'elles passent de façon à réaliser leur cycle de vie le meilleur. Et c'est cet espace-là qui va être la trame turquoise en l'occurrence. Hein. Donc il n'y a pas de carte, ça n'est pas un concept technique pur. On n'est pas dans la planification. Pardon? Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Vous avez les résultats du quiz. Ah. Donc, 6e question. L'agence de l'eau RMC ne finance pas les haies, les mares, les crapauducs, les refuges pour tortues ou la lutte contre la pollution lumineuse. Parmi ces politiques publiques, laquelle n'est pas financée par l'agence de l'eau RMC? Vous avez tous répondu.
Ah, intéressant. Alors, 7 bonnes réponses. Effectivement, ce sont les refuges pour tortues qui ne sont pas financés aujourd'hui par l'agence de l'eau RMC. Alors, ce qu'il faut surtout retenir dans la question, c'est ce qu'on finance. Donc la trame turquoise, ça va se traduire pour pouvoir restaurer les habitats des espèces MFED à ces milieux. Ça va se traduire par le fait de leur fabriquer à nouveau, leur créer des haies, des mares, les crapauducs, donc pour traverser les voies, etc. Je reviendrai sur la pollution lumineuse. Mais effectivement, on ne va pas financer les refuges pour tortues, hein, on en a de célèbres à Vernis là-bas. Non, parce qu'on n'est pas sur l'habitat naturel de l'espèce. Voilà. Donc là, on ne sera pas sur ce centre de soins pour la tortue elle-même. Et en ce qui concerne la pollution lumineuse, on peut financer les travaux qui vont permettre de réduire cette pression le long de la trame turquoise. Par exemple, si on est, je sais pas moi, sur un corridor sur lequel on voit que pour favoriser ce corridor, il faudrait éteindre quelques lumières, on va favoriser et financer cette partie-là. On finance un projet global et toutes les pressions, ça peut être même les odeurs, les bruits, de ce qui s'appelle la trame blanche, etc. On va pouvoir le financer parce qu'on est sur une trame qui est bien reconnue comme telle. Juste un élément supplémentaire que je voulais apporter par rapport à ça, c'est qu'on peut également financer tout ce qui va permettre d'éteindre la lumière sur les ponts, donc là en l'occurrence sur la trame bleue elle-même, sur les ponts ou le long des berges, on peut financer ces projets-là auprès des collectivités qui veulent réduire cette nuisance qui est réglementaire aujourd'hui, cette réduction, mais on peut le financer. Et par cette slide, je voulais aussi mettre en avant tous les projets, enfin certains projets, on en a financé beaucoup plus que ça, qui sont notamment sur le territoire ici, hein, avec des fresquets sur le syndicat du Fresquel qui a fait 44 km de haies en faveur des amphibiens. Le département du 34 qui a aussi travaillé sur tous les secteurs d'écrasement, hein, et qui a défini tous les secteurs d'écrasement sur le département pour faire ensuite des crapauducs et coducs, etc. Sur le syndicat mixte des gorges du Gardon aussi, qui est un très beau projet de mares, de buses, etc. pour les amphibiens aussi. Et puis simplement mettre l'accent sur ce qu'on appelle le marathon de la biodiversité, qui a été créé, qui a démarré, je dirais, sur le Beaujolais, donc en secteur Auvergne-Rhône-Alpes, qui porte sur, c'est une marque désormais qu'on a développée à l'agence de l'eau RMC, donc le marathon de la biodiversité qui porte sur la création de 42 km de haies, 42 mares, et ça marche. Alors ça marche très bien au niveau marketing, je dirais, et qui sont des projets de grande ampleur. Vous voyez que ce sont des gros montants qu'on voit là. Hein. Les marathons, c'est aux alentours de 500 000 euros, 600 000 euros, 700 000 euros. On en a 14 actuellement qui sont lancés. Mais vous voyez que pour les projets également, les autres projets qui sont présentés là, on est sur des gros montants. Mais on peut aussi accompagner des projets beaucoup moins chers, qui sont aussi localement très intéressants. Donc, des en projets gros, à 15 000, 20 000, 50 000 euros. J'ai une question, Laurence, parce que tout le monde n'est pas forcément en relation avec l'agence RMC. Il y a peut-être des gens présents ici qui travaillent avec d'autres agences de l'eau. Est-ce que ce que tu nous racontes là est spécifique pour l'agence RMC? Ouais. Est-ce qu'il faut aller à la rencontre des autres agences de l'eau dans les autres bassins versants pour comprendre et connaître de manière spécifique les programmes qui sont soutenus? Alors, merci pour cette question, parce qu'effectivement, chaque agence de l'eau a, je dirais, son propre programme, hein, ce qu'on appelle le programme d'intervention. Et donc, ce que je peux dire des autres agences, c'est qu'on est tous sur le même principe déjà, qui est la restauration de l'habitat. Hein. Ça, on est toutes sur le même principe. Elles n'appellent pas toutes leurs interventions, elles n'utilisent pas toutes le terme trame turquoise, mais dans l'absolu, je pense qu'on peut dire toutes elles peuvent financer des projets qui vont permettre à ces espèces effectivement qui sortent de l'eau et qui ont besoin de se déplacer sur le terrestre, donc de se déplacer correctement, hein, que ce soit à la fois sur la restauration des habitats ou la restauration de leur corridor, on peut dire qu'elles le font. Certaines agences vont beaucoup plus loin, elles vont même sur le terrestre pur. C'est le cas notamment d'Artois-Picardie et de Rameuse, qui vont plus loin que la seule trame turquoise et qui peuvent aller jusqu'à la trame verte. D'accord, merci. Voilà. Donc chaque agence a son programme d'action et selon les territoires, je pense que les priorités ne sont pas les mêmes, ce qui paraît cohérent. Il faut s'adapter aux priorités des territoires. Je me permets juste de signaler que sur la question précédente, il était prévu aussi, je vois que ça n'apparaît plus, mais ça n'est pas grave, simplement que je fasse une information sur l'appel à projet en cours
Sur RMC, et donc sur ce territoire ici, mais voilà, sur tout le territoire, vous avez vu le territoire de RMC, il va jusqu'au Jura, du Jura jusqu'à l'Aude, où on a donc notre appel à projet, c'est ainsi qu'on aide cette trame turquoise sous la forme de subvention de 70%. C'est jusqu'à cette année-ci un appel à projet annuel, donc régulier. À partir de l'année prochaine, on sera en continu, c'est-à-dire qu'on n'aura qu'à déposer le dossier. Là, il faut déposer le dossier avant le 30 avril. Il a démarré en novembre, il faut le déposer avant le 30 avril et à ce moment-là, il sera examiné et financé dans la foulée. Voilà. Très bien. Merci Laurence. Donc si vous avez des questions à poser à l'agence, n'hésitez pas à contacter Laurence. Il y a des correspondants à pas mal d'endroits du territoire. Voilà, donc on va passer à la question suivante. Sur la plateforme Aide Territoire, je peux être accompagné sur le montage de mes dossiers, trouver des aides pour les projets de biodiversité, connaître les acteurs qui financent et accompagnent les projets, être facilement alerté des financements disponibles. La qualité graphique des slides est très mauvaise, donc je ne sais pas si vous arrivez à le lire de là où vous êtes. Bravo. On a voulu vous tendre un piège en mettant la mauvaise réponse en premier, mais vous n'êtes pas tombé dedans. Oui, alors Aide Territoire, effectivement, c'est un outil, comme je l'ai dit en introduction, qui recouvre plusieurs services. Le premier, c'est le moteur de recherche qui va vous permettre, en tant que collectivité qui recherche des aides pour un projet local, de vous configurer vos critères et de trouver les aides pertinentes pour ce projet. Donc voilà, on va vous afficher les résultats. Ça peut être des résultats d'aide en financement comme en accompagnement, selon ce que vous recherchez, bien sûr. Et au-delà de ça, on va vous permettre, pour vous faire gagner du temps, de vous configurer une alerte automatique pour votre projet de manière personnalisée afin de recevoir les nouvelles aides disponibles dès qu'elles se lancent. Voilà, dès qu'elles sont publiées sur Aide Territoire par les porteurs d'aide, vous les recevez par mail pour ne manquer aucun appel à projet, aucun dispositif d'aide auquel votre projet pourrait prétendre. Et au-delà de ça, il y a d'autres outils, la possibilité de gérer son compte, son espace de travail en commun, si vous voulez mutualiser la recherche d'aide avec vos équipes au sein de vos collectivités, voilà, pour éviter de faire doublon, de faire chacun sa recherche de son côté. Et enfin, au-delà d'être une banque d'aide, Aide Territoire, c'est aussi maintenant une banque de projets. On a beaucoup de collectivités utilisatrices qui ont publié les projets pour lesquels elles recherchent des aides, et on a aussi une banque de projets qui ont déjà été subventionnés par la DETR, la DSIL, par les dotations des préfectures. Donc ça vaut le coup pour vous inspirer d'aller voir. Et juste, je termine en disant qu'on est très content parce qu'on vient de passer la barre des 11 000 collectivités utilisatrices. On a 10 000 communes et 1000 EPCI aujourd'hui qui utilisent Aide Territoire, donc voilà. Ça a quel âge Aide Territoire, Alexia? C'est né en 2018, mais en 2018, c'était loin d'avoir la tête que ça a aujourd'hui. Si vous allez faire un tour sur Aide Territoire, c'est une plateforme évolutive qui a beaucoup évolué depuis les tout débuts. On se sert des retours des utilisateurs qu'on recueille. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se présente comme un moteur de recherche performant. Mais en 2018, on commençait d'une toute petite démarche itérative. Donc voilà, ça a bien évolué. Très bien, merci. J'espère que vous avez tous un compte Aide Territoire où vous allez rapidement le créer. Donc on va passer à la question suivante du quiz. Attends, bip. Oui, bip. Bravo, bip. Oui, bip. La question numéro 8, je vous rassure, on a bientôt terminé les questions, il y en a 11 au total. Est-ce que le fonds vert pourrait financer des projets liés à la biodiversité en 2024 ? Selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les fonds verts ? Je pourrais compléter. Ah, c'est moi qui réponds ou c'est toi ? Ah, c'est toi. Oui, c'est vrai, bravo.
Alors effectivement, hein, le fonds vert, vous l'avez déjà peut-être connu en 2023 parce que là, ce qui va être lancé en 2024, c'est sa deuxième édition, sa deuxième vague, puisqu'il a été pérennisé jusqu'en 2027. Donc voilà, c'est vrai qu'en 2023, parmi les 14 mesures du Fonds vert qui visaient à soutenir la transition écologique des territoires, on en avait une qui visait l'accompagnement de la stratégie nationale de la biodiversité, la SNB. En 2024, la SNB, la stratégie nationale de la biodiversité, et le Fonds vert vont faire l'objet de 2 programmes budgétaires différents. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront présentés de manière différente. C'est en cours de décision par le ministère. Ils seront sûrement présentés sous la même ombrelle pour des soucis de meilleure lisibilité des porteurs de projets. Mais en tout cas, voilà, ce sont 2 programmes budgétaires différents. Et on retrouve dans chacun des aides pour la biodiversité. Alors dans le Fonds vert, on retrouve les 3 premières mesures qui s'affichent sur la slide: la renaturation des villes et des villages, le recyclage des friches et la modernisation, rénovation de l'éclairage public. Donc ça, ce sont des mesures qui existaient déjà en 2023 dans le Fonds vert, auxquelles vous avez déjà peut-être candidaté si vous êtes agent ou élu de collectivité. Et dans le fonds biodiversité, s'il est bien appelé comme ça, comme je vous l'ai dit, c'est en cours de validation, on retrouve la protection des espèces, la restauration des écosystèmes et la réduction des pressions, la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées et l'élaboration des atlas de la biodiversité communale. Donc voilà un peu les mesures, et ces 7 mesures, vous allez les retrouver très bientôt sur Aide Territoire, avec le détail des projets et des porteurs éligibles. Quand je dis bientôt, c'est même très bientôt, parce que là, on est sur un calendrier prévisionnel de publication des fiches pour le 21 décembre 2023, et un lancement des candidatures pour le 8 janvier 2024. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais quand même un petit peu, c'est de vous créer une alerte sur Aide Territoire à partir de la thématique biodiversité ou du programme Fonds vert. Comme ça, le jour où on publie, parce que ça reste un calendrier prévisionnel, on connaît, hein, eh bien vous en êtes automatiquement informé par mail. Voilà. Donc on avait le Fonds vert et le Fonds biodiversité. Maintenant, on a le Fonds vert biodiversité dans l'attente éventuelle de confirmation, nouvelles indications. Ouais. Donc au final, bon, toutes les politiques restent finançables et financées. Et l'endroit où vous allez pouvoir avoir des informations actualisées, c'est bien sur le site Aide Territoire, où il faut aller régulièrement parce qu'effectivement, les financements se renouvellent, s'intensifient, mais se renouvellent. Et potentiellement, il faut actualiser, se mettre à jour en se connectant régulièrement sur Aide Territoire. Laurence, est-ce que tu voulais nous parler un peu du Fonds vert ou pas? Est-ce que tu avais... Ce qu'on peut dire sur 2023, c'est que la partie SNB, hein, comme le disait Alexia, on a effectivement une partie sur le Fonds vert qui concernait, une partie importante, hein, qui concernait la SNB, hein, la stratégie nationale pour la biodiversité. Pour ce qui concerne RMC, je n'ai pas les chiffres des autres agences, bien sûr, mais parce que les agences de l'eau étaient opérateurs de l'État pour ce fonds vert-là, pour cet aspect-là, la SNB 2030. Opérateur, ça veut dire que ce sont les agences de l'eau qui instruisaient les dossiers. Donc, qui recevaient les projets par l'intermédiaire de la plateforme qui s'appelle Démarche simplifiée, on pourrait y revenir, et puis qui travaillaient dans le cadre d'un collectif régional, DREAL, DDT, OFB, donc Agence de l'eau, pour analyser les dossiers, et ensuite, donc, les agences de l'eau en assurer l'instruction. C'est le cas majeur, hein. Il peut y avoir des exceptions, hein, mais voilà, ça s'est passé globalement comme ça. Donc sur la partie Rhône-Méditerranée-Corse, eh bien, toutes les enveloppes qui avaient été estimées au départ ont été consommées, voire augmentées, ce qui fait que sur notre territoire, pour cet aspect-là, je crois qu'on a financé quelque chose comme 40 millions d'euros de projets, donc qui portaient effectivement sur les aires protégées, sur les plans nationaux d'action, sur la restauration des milieux, la trame verte et bleue, les espèces exotiques envahissantes, les pollinisateurs, etc., etc. Tout ce qui relevait de cette partie-là, qu'on retrouve encore l'année prochaine, en l'occurrence. D'accord, merci. Alors, ce qu'on sait sur la SNB, c'est que le programme est accompagné d'1 milliard d'euros en plus, hein, qui accompagne. Donc il y a bien massification des financements, après qui se répartissent différemment.
soit au travers des opérateurs de l'État, soit au travers des fonds. Oui, Voilà. on a une enveloppe de 150 millions d'euros qui est annoncée, hein, enfin, qui était celle de l'an dernier, en 2023, qui semble se renouveler pour 2024 à l'échelle nationale, pour la SNB. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous connecter régulièrement. Les informations à jour sont sur Aide Territoire. On est dans des processus dynamiques hein, et les enveloppes se multiplient, les montants augmentent ou changent en termes de répartition ou d'accès. Donc il faut vraiment être dans une agilité de portage de projet et considérer que les informations, elles sont à renouveler et à reconsulter avant de consolider et d'envoyer vos demandes de financement. On va passer à la question suivante. Que signifie le sigle CRTE? Convention régionale entre le territorial et l'État, contrat pour la réussite de la transition écologique, contrat de relance et de transition écologique, contrat de réciprocité territoriale de l'État. Donc, la majorité d'entre vous ont trouvé les bonnes réponses, parce qu'il y avait 2 bonnes réponses. Le contrat de relance pour la transition écologique et le contrat pour la réussite de la transition écologique. C'est l'ANCT aujourd'hui qui est l'acteur de contractualisation entre les collectivités et l'État. Donc Julien n'a pas pu être présent, malheureusement, pour cette table ronde. Néanmoins, on a tenu à présenter ce qui devait lui nous évoquer et nous convaincre. Donc les contrats CRTE, c'est depuis 2021. Les collectivités qui en bénéficient sont de plus en plus nombreuses, mais on est encore loin d'atteindre les cibles souhaitées. Hein. On parlait tout à l'heure d'à peu près 500 contrats signés, c'est faible. Et donc il faut absolument que, si vous êtes dans une collectivité, vous vous engagez la discussion avec les préfectures, pour voir ce qu'il est possible d'obtenir au travers de ces contrats qui sont aussi un moyen d'accompagner les EPCI et donc d'avoir des modes de financement nouveaux. Donc là, 847 contrats, on n'est pas tous sur des sujets de biodiversité, il y en a dans tous les territoires, donc il n'y a pas de territoire sur lesquels aucun contrat n'a été signé. Et quand on voit le nombre de collectivités, on a encore des seuils à franchir par rapport à cette stratégie de contractualisation. Donc l'ANCT n'est pas présent, mais on aura les contacts et si vous voulez en savoir un peu plus, on pourra vous mettre en relation avec les équipes de l'ANCT. Toujours bip devant, hein, quand même. Je remarque c'est bip. Moi, j'aimerais bien savoir où est bip. Où est bip? Non, c'est Monsieur Bip ou Madame Bip qui est en première. Qui est en première. Hein? Ah oui. C'est la première du quiz, quand même. Oui, on se posait la question qui était... c'est quelqu'un qui bip vite, en fait. Qui a l'acronyme, là, qui est le premier classé. On regardera un peu plus finement. Vous avez en vous mettant sur le système, vous avez un nom et potentiellement on regardera qui a mieux répondu aux questions. Alors sans plus attendre, on passe à la question suivante. Il en reste 2, donc ça se termine. Quel rôle joue le CRTE dans le financement de la biodiversité? Donc ça permet d'inscrire les projets dans un document contractuel avec l'État. Ça favorise l'octroi des subventions publiques. Ça permet d'obtenir directement des financements ou alors le CRTE peut vivre sa vie indépendamment des sujets de biodiversité. Donc il y avait 2 bonnes réponses. Hein. Ça favorise l'octroi des subventions publiques et ça permet d'obtenir directement des financements.
Donc, on va avoir du mal à aller plus loin parce que la NCT n'est pas présente. Ce qu'il faut retenir, c'est que les fameux contrats vous mettent en cohérence avec l'ensemble des politiques publiques en pratique sur les territoires. Donc, avoir signé un CRTE, c'est potentiellement un gage dans les dossiers que vous demanderez à faire financer à l'agence de l'eau, si vous le souhaitez. C'est potentiellement un gage dans les dossiers que vous ferez financer par des fonds privés qui viennent compléter les fonds publics. Donc, la contractualisation, c'est potentiellement une forme de gage pour bénéficier des fonds disponibles directement par la NCT, mais une forme de garantie que vous avez structuré votre projet en cohérence avec les politiques publiques locales et que c'est attesté et reconnu par les services instructeurs. Alors, il nous reste, je pense qu'il nous reste une question de mémoire. Donc on va l'aborder tout de suite. Est-ce que la nouvelle génération des CRTE permettra de renforcer le financement en faveur de la préservation de la biodiversité? C'est une sacrée question. Pour la réponse, voilà, deux choix, oui ou non. On espère que ce sera oui. Et effectivement, c'est oui. Donc il y a des défaitistes, il y a un défaitiste dans la salle qui n'y croit pas. Voilà, il faut attendre de voir pour être convaincu. Oui, effectivement, c'est l'objectif, hein, c'est la convergence de tous les outils d'accompagnement, de tous les financements. Ce qu'on peut dire à travers tout ça, c'est que la biodiversité prend une place centrale dans l'ensemble des stratégies territoriales, que ce soit dans la planification écologique, dans la sauvegarde des milieux. Donc on voit pour vraiment un changement de position de la biodiversité qui rentre au cœur des politiques de planification et qui fait converger énormément des financements et qui n'est plus un objet isolé pour les politiques publiques. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein. Si ça pouvait s'intensifier, ça serait encore mieux, mais on peut se satisfaire déjà que les outils convergent grâce à l'SNB et grâce à un certain nombre d'actions qu'on mène, et que la biodiversité prend une place plus centrale dans la planification. Je ne sais pas si Alexia, tu voulais ajouter quelque chose ou pas? Non, pas forcément. C'est vrai que nous, sur Aide Territoire, on ne travaille pas forcément sur les CRTE parce que c'est des contrats. Nous, on est plutôt sur les aides. Donc, voilà. Après, on dit toujours, si on a un contrat en main, voilà, on a un papier, quoi. C'est moins volatile. L'écrit reste, les mots s'envolent. Donc, contractualiser, potentiellement, ça sécurise aussi tout ça. Donc, on a fini le quiz et on va passer au moment des questions-réponses. Donc, vous avez vu, hein, l'objectif, c'était de structurer les questions. Pardon? Ah, on se posait la question de savoir qui a gagné. On veut savoir qui a gagné. Jeu, quiz. On sait? La technologie va nous dire. Voilà. C'est Elsa. Donc, c'est... Ouais. Là, je crois que c'était la réponse au... Ah ben ouais, donc, c'est Elsa qui a gagné. Qu'est-ce Oui, qu'a Elsa. gagné Elsa? Oui, Elsa. Qui est Elsa? Elle est là-bas. Elle est là-bas? Sur la droite, Mathieu. Ah, donc Elsa, vous avez gagné. Les 10 premiers ont gagné. En fait, on a des rapports à vous donner sur le financement des SAFN. Alors, c'est un sujet de financement, mais qui est un peu plus complexe que les simples questions qu'on avait structurées sur le quiz. Et c'est un rapport qui a été réalisé par la CDC Biodiversité en lien avec l'équipe de l'OFB en charge du projet Artisan. Alors, c'est pas cette publication-là que je peux vous donner, mais du coup, elle existe aussi. Ça me permet de faire le lien avec la publication dont parlait Mathieu, qui est sortie mi-novembre sur le financement des solutions d'adaptation fondées sur la nature, après un gros travail qui a été mené d'entretien avec différents acteurs qui contribuent au financement. Et en fait, dans cette publication, on met aussi en avant le rôle des collectivités, on apporte des informations sur les différents financements disponibles et on formule aussi des recommandations sur les enjeux autour du financement des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc celle-là de publication, vous pouvez la retrouver à la fois sur le site de l'OFB et sur le site de CDC Biodiversité dans l'onglet Publications.
Et en attendant, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, vous pouvez, pour les 10 premiers, venir récupérer d'autres publications sur le tourisme durable, sur les enjeux de transition agroécologique, zéro phyto dans les territoires, etc. Donc ceux qui souhaitent, Elsa, tu as le droit à tout, donc tu peux repartir avec une valise de publications. Et on a un petit flyer d'aide territoire aussi dans chacune des publications pour les 10 meilleurs. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que je peux juste commenter la diapo là? Je vois qu'elle... Ah, elle n'y est plus. Mais je la vois qui s'affiche devant moi. Là. Elle y était peut-être. Ah oui, on n'a pas la diapo sur l'écran. Je ne sais pas si on peut la remettre. Voilà, puisque je vois qu'elle apparaît, je la commente. Hein. Ouais, simplement pour vous préciser, hein, effectivement, qu'il existe. On a créé des films au niveau de l'agence de l'eau RMC que vous pouvez utiliser et diffuser dans vos collectivités, dans vos réunions. Hein, donc, qui met celui qui s'appelle Eau et biodiversité, agissons, c'est vital. Et puis la biodiversité, c'est vital, agissons, c'en est 2 quand même. Et qui rappelle les concepts principaux et qui parle également de la trame turquoise. Donc vous pouvez tout à fait les trouver, vous les trouvez sur YouTube. Hein. Et puis on a également établi un document d'aide à la définition stratégie de reconquête de la biodiversité, donc de restauration de la trame turquoise à destination des maîtres d'ouvrage. Et là vous retrouverez toutes les indications, toute la façon de définir cette trame turquoise au mieux. Hein. Voilà, merci pour cette diapo. Merci Laurence pour cette précision. Et peut-être on passera le film à la fin, je ne sais pas. Ouais, on avait un film à diffuser, mais apparemment on a un problème de format informatique. Voilà, la technologie nous rattrape toujours. Est-ce qu'il y a des questions? On espère que oui. Hein. On a une personne qui est là, Chloé, avec un micro, qui va pouvoir aller à votre rencontre. Bonjour et merci pour vos interventions. Je voulais savoir, parce qu'on a beaucoup parlé des collectivités territoriales, mais si les acteurs privés, notamment, là, moi je représente une société à mission qui gère un parc animalier de 300 hectares en région parisienne, et on voudrait justement restaurer une dizaine de mares qui sont en très mauvais état dans la forêt de Rambouillet. Et donc on voulait savoir si on pouvait avoir accès à ces financements et si c'était uniquement par des appels à projets. Merci. Alors Laurence, est-ce que les acteurs privés peuvent... En ce qui concerne les agences de l'eau, là effectivement vous relevez de l'agence de l'eau Seine-Normandie, donc n'hésitez surtout pas à les appeler parce que effectivement c'est quelque chose qui peut être financé sur Seine-Normandie. En revanche, alors ils ont lancé un appel à projet il y a 1 an là, donc je pense qu'il est fermé, mais il est possible que vous ayez des financements par ailleurs, donc je ne peux que vous renvoyer vers eux, mais il y a une possibilité probablement. Ouais. Si la question était est-ce que le fait d'être un acteur privé exclu du financement, la réponse est non. Non, l'acteur privé n'est pas écarté du financement. Voilà. L'acteur privé peut bénéficier. D'ailleurs, les financements s'adressent aux collectivités, aux associations, aux privés, aux établissements publics. Enfin, voilà, on n'écarte pas de maître d'ouvrage. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je travaille dans une ONG, elle s'appelle Envol Vert, et on fait des projets de protection des forêts et de biodiversité, justement, en France comme en Amérique latine. Et la question était, est-ce que, justement, il y a possibilité de soumettre un projet pour une ONG, pour une association? Est-ce que les associations peuvent aussi être financées via ces dispositifs? Alors, merci. Si la question est est-ce qu'une association peut être financée, alors je suis désolée, il y en a un très gros écho et donc je n'entends pas tout. Est-ce qu'il s'agirait de financer à l'étranger ou en France? Non, en France, une association peut totalement être financée pour des projets de biodiversité. C'était ça votre question? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on finance beaucoup d'associations, hein, la LPO, on a les SEN, bien sûr, les conservatoires, mais on a beaucoup d'associations qui nous sollicitent, oui. La grande majorité des acteurs en France de la gestion de la biodiversité sont les associations. Tout à fait. Donc c'est elles qui sont bénéficiaires des financements en grande majorité. Clémence, si tu... Pour Nature 2050 aussi, c'est un type de bénéficiaire qui peut bénéficier des financements du fonds qui est vraiment, par contre, à l'échelle nationale en France. Je me permets juste de commenter par rapport à CDC Biodiversité. L'intérêt de ce fonds qui est privé, c'est qu'il permet de financer des projets, donc d'avoir un taux de financement supérieur à la quotité maximale de 80%, qui est normalement la règle du jeu pour les collectivités. Donc c'est quand même très intéressant
pour les collectivités, parce que ça permet d'être financé très au-delà des 80%. En fait, souvent, le fonds CDC Biodiversité apporte les 20% qui permettent d'atteindre la cible des 100% de financement. Dans les gens qui abondent le fonds, il y a la Maïf avec son fameux dividende vert. Tout à l'heure, mais c'est un gros partenaire du fonds avec l'appel à projet avec le fonds Maïf pour le vivant qui est d'ailleurs ouvert jusqu'au 22 décembre si vous avez des dossiers à soumettre. Il y a une question là-bas. Ouais. Bonjour, je voudrais savoir s'il existe des fonds pour créer des équipes de garde verts ou de garde champêtre pour une collectivité. Alors ça, c'est plus compliqué. Alors, si on me pose la question à moi en tant qu'agence de l'eau, et c'est à ce titre-là seulement que je suis en mesure de répondre, nous, on finance des projets. Et donc, on va financer le temps nécessaire pour réaliser le projet. Une équipe pérenne, de fait, comme ça, on ne va pas la financer. On ne va pas la financer comme ça. Donc il s'agit plutôt de le présenter sous la forme d'un projet qui nécessite l'emploi d'une équipe. En revanche, à la fin du projet, je pense qu'on s'arrêtera. Et si c'est la création de l'équipe de garde champêtre ou de garde vert? En fait, il faut que vous expliquiez pourquoi vous avez besoin de recruter des agents de police de l'environnement et le pourquoi c'est votre projet de préservation de territoire. Les agents en charge de la police sont le moyen d'atteindre votre projet. Et vous serez accompagné sur une temporalité pour financer votre projet, mais on financera le projet au travers des moyens que vous avez mis en œuvre. Il faudra renouveler le projet pour obtenir à nouveau des fonds. Donc il faut partir non pas de la nature de ce que vous voulez financer, mais du projet de votre territoire. Pourquoi recruter des gardes champêtres et des agents de police? Et c'est au travers des objectifs de préservation qui sont les vôtres que vous pourrez soumettre une demande d'aide à l'agence de l'eau. Mais ce n'est pas la nature de la dépense qui emporte la décision, c'est le projet et l'objectif. Et comme tous les projets, ils sont finançables sur une maquette, donc sur une durée. Malheureusement, c'est rarement pérenne. C'est souvent à renouveler à plusieurs fois. Donc les équipes sont embauchées en CDD et pas en CDI dans un premier temps. Merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je suis Pascaline Silande de la FAC Occitanie, donc l'association française pour les arbres et les haies champêtres, qui rassemble les opérateurs départementaux de sensibilisation sur la haie et de plantation. J'avais deux questions. La première, c'est sur la plateforme Aide des territoires, s'il y avait aussi possibilité de trouver les aides à destination des associations. Et la deuxième question, c'était par rapport au fonds vert. Pour les projets qui ont été déposés fin 2023, est-ce qu'il faudra en redéposer pour le programme 2024 ou est-ce qu'ils sont déjà sur la pile et ils passeront sur le format 2024 ? Merci pour vos questions. Alors sur la première, sur le public association, alors c'est vrai que j'ai bien précisé que Aide Territoire est une plateforme qui s'adresse aux collectivités. En fait, pour bien répondre à un besoin, on a fait un peu le choix au commencement d'Aide Territoire de nous adresser en priorité aux besoins des agents et des élus de collectivités. Et donc, quand on est allé chercher des partenariats avec les porteurs d'aide, puisque ce sont les porteurs d'aide eux-mêmes qui référencent leurs aides sur la plateforme, on est allé voir en priorité les porteurs d'aide qui s'adressent aux collectivités. Maintenant, voilà, par exemple, l'agence de l'eau est un porteur d'aide qui ne s'adresse pas qu'aux collectivités. Donc, effectivement, quand les porteurs d'aide mettent leurs aides sur Aide Territoire, ils mettent aussi leurs aides aux autres publics. Donc on a rendu possible l'entrée recherche d'aide pour des associations, pour des établissements publics, voire d'autres acteurs. Maintenant, dans notre communication, c'est vrai qu'on parle plus de collectivités parce qu'en termes d'aide présentée, on est plus exhaustif pour les collectivités et on ne veut pas créer de faux espoirs aux autres publics, mais c'est possible de faire une recherche d'aide pour les associations. Alexia, moi si j'étais madame, j'irais voir ma commune, ma communauté de communes et je lui demanderai de porter mon projet qui deviendra le projet de la collectivité au final. Oui. C'est possible, mais après, c'est vrai qu'il y a certaines aides qui peuvent de toute façon être aussi portées par des associations et cette entrée existe sur Aide Territoire. C'est vraiment dans la construction de votre projet. Vous pourrez aller voir l'agence de l'eau en direct, puisque là, le public des associations est clairement éligible. Et pour la part des financements pour les collectivités, il faut que ça rentre dans un projet de territoire. Et là, il faut rentrer en discussion avec votre commune ou
ou l'EPCI compétent sur votre commune sur le sujet en question. Et peut-être pour... oui, et donc ça permet, voilà, ça permet d'aller vers un territoire avec le bon statut, le statut de la collectivité. Et pour répondre à la deuxième question sur les dossiers fonds verts qui auraient été posés fin 2023, mais pas encore instruits, ils vont être effectivement rebasculés en 2024. Par contre, il y aura une petite opération à faire côté porteur de projet. Alors, je sais que le ministère a fait le maximum pour simplifier l'opération et est en train de rédiger un petit tuto sur les petites manipulations qu'il y aura à faire sur démarche simplifiée pour basculer son dossier 2023 qui n'a pas été instruit en 2024. Donc ça, c'est en cours de préparation côté ministère et le tutoriel sera sur Aide Territoire. Oui, bonjour, Benjamin Virly d'une agence régionale de la biodiversité. J'avais plusieurs questions, je vais essayer d'être synthétique. La première, c'était plus une information. Les ARB peuvent aussi relayer les différents financements, y compris les financements des acteurs collectivités, régions, départements, qui ont été évoqués en entrée de la table ronde, mais pas par la suite. Et c'est des gros pourvoyeurs, on l'a dit, de financement. Moi, j'ai des questions sur la difficulté aujourd'hui du financement en fonctionnement, notamment de tout ce qui va être des mesures d'entretien d'espaces naturels, d'entretien de sites. Ça rejoint un petit peu la question sur les brigades vertes tout à l'heure, où aujourd'hui, les financements publics sont de moins en moins sur, on va dire, le fonctionnement et beaucoup plus sur de l'investissement. Donc, est-ce qu'on peut détailler un petit peu ces aspects-là? Et l'autre, c'est la difficulté de monter des dossiers en cofinancement de plusieurs financeurs publics qui n'ont pas forcément les mêmes modalités d'éligibilité ou de calcul. Je pense notamment soit à la prestation, aux frais, au temps humain passé sur les dossiers. Est-ce que les régions, certaines, ont mis en place des comités des financeurs pour tendre à des convergences? Ça fonctionne ou pas? Voilà, je ne rentrerai pas dans le débat, mais voilà, je voudrais évoquer ces deux points-là, la difficulté de faire financer des actions de fonctionnement et derrière la convergence des dispositifs. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. En ce qui concerne les agences de l'eau, je pense que Artois-Picardie va plus loin. Je ne voudrais pas m'avancer trop. Mais de manière générale, effectivement, on n'est pas sur l'entretien. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. On n'a pas non plus des enveloppes extensives. Donc, on a mis l'accent sur l'investissement. Et donc, pour tout ce qui est lié au fonctionnement, on ne va pas financer... Alors, le fonctionnement ni l'entretien. Hein, il y a ce qui concerne l'entretien, puis il y a la notion de fonctionnement. Ce qu'on va financer, ce sont les moyens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont les moyens nécessaires pour atteindre un objectif dans le cadre d'une mission éligible, bien précise, éligible. À ce moment-là, on va prendre le temps du temps de travail, hein, mais ce n'est pas considéré comme du fonctionnement, c'est considéré comme le moyen d'aboutir et de réussir l'objectif et la mission. Quant à la deuxième question sur comment dire, la cohérence des critères de financement, finalement, hein, effectivement, on n'a pas tous les mêmes critères entre financeurs. C'est une remarque récurrente. On a parfois des conférences de financeurs, effectivement. On ne va pas toujours dans le détail du montant qui est pris en compte sur le salaire, avec des plafonds, pas de plafonds, etc. Déjà, on essaye de se caler sur les critères d'éligibilité. Après, on a tous plus ou moins des critères à prendre en compte qui vont dépasser totalement les différents financeurs. Et j'entends très bien la remarque. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas trouvé la solution encore. Donc effectivement, ça demande un peu plus de temps pour les maîtres d'ouvrage pour comprendre ce que demandent les uns et les autres. Alors, c'est potentiellement vécu comme une difficulté, mais la pluralité des financeurs, la pluralité des critères de financement, c'est aussi la faculté à ce qu'il n'y ait pas un seul projet, une seule maquette, et c'est oui ou non. Vous pouvez aller chercher des financements à l'Agence de l'eau sur certains sujets, vous aurez des financements auprès d'autres financeurs. Si on avait une seule maquette, une seule vision de la structuration d'un dossier, là, ça serait plus compliqué. Les associations qui résistent à ça et qui restent agiles, elles ont dans leurs équipes une partie d'équipe dédiée à l'animation de projets, et elles renouvellent les projets quasiment à chaque fois que les maquettes ou les appels à projets des opérateurs de l'État sortent.
Et elles garantissent 50% de financement sur des appels à projets, et après, elles essayent d'avoir des fonds disponibles et de consolider leur financement sous cette forme-là. Il est clair que l'objectif, c'est, il faut être agile. Le guichet unique, le dossier unique, ça n'existe pas encore, et on peut se poser la question si ça existera ou pas. Et après, l'objectif de tous les opérateurs, c'est d'utiliser pleinement tous les fonds. Toutes les enveloppes dont on vous parle, l'objectif, c'est qu'elles soient consommées. Et cet objectif de consommation fait que, effectivement, un même dossier peut être soumis à plusieurs financeurs. Vous n'obtiendrez pas la même chose selon les financeurs, donc ça s'appelle une maquette de financement. Le terme maquette est bien choisi, vous allez avoir une partie par l'agence de l'eau, une partie par la collectivité et autres. Donc il faut avoir une capacité à présenter des dossiers à plusieurs endroits et à les présenter différemment. C'est très important. J'avais peut-être une question. Je suis là. Je sais pas. Est-ce que je peux poser, puisque c'est moi qui ai le micro, bonjour. J'avais une question, je suis sur votre gauche. Attendez, oui, je suis à l'opposé. Oui. C'était par rapport en fait aux solutions qui peuvent exister dans toute l'approche de la biodiversité. Bon, par exemple, nous sommes une société Vertuo qui végétalise les villes en utilisant les eaux pluviales. Et par exemple, nous dépendons de la Green Tech. Donc nous sommes référencés dans la Green Tech, donc par le ministère de la Transition écologique. Existe-t-il, je ne sais pas, ou serait-il possible peut-être dans un avenir assez proche, en fait, que vous, je dirais, plateforme, point d'entrée de financement de projets donc liés à la biodiversité, de pouvoir proposer, si je puis dire, des solutions qui pourraient répondre aux problématiques, à différentes problématiques que les municipalités, les collectivités peuvent rencontrer. Et donc, en particulier, des solutions qui sont référencées et répertoriées par le ministère de la Transition écologique et qui sont des formats plutôt start-up et qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce. Voilà, c'était ça ma requête. J'étais clair. Je pense qu'on est tous d'accord pour le fait qu'il faille trouver des solutions. Aujourd'hui, les solutions, elles se négocient via les réseaux. Le réseau des conservatoires d'espaces naturels a construit des systèmes robustes de dialogue avec l'OFB, avec les ministères, avec les collectivités. Les réseaux des réserves naturelles ont aussi construit des systèmes robustes. Les réseaux des gestionnaires des sites du Conservatoire du littoral ont également construit des systèmes robustes qui leur permettent de dialoguer ensemble avec les principaux financeurs en matière de biodiversité. Donc aujourd'hui, la mise en réseau, c'est le moyen de structurer une approche, de dialoguer, de maintenir, d'atteindre un volume et éventuellement de mettre en place des systèmes un peu plus durables en matière de maquettage et de financement. Donc la première étape, c'est de vous mettre en réseau et après d'aller mettre en confrontation vos sujets, vos problématiques de financement avec l'ensemble des opérateurs publics. La difficulté dans laquelle on est, c'est que pour un opérateur public, financer une association et mettre en péril un projet dans la durée, c'est-à-dire que si demain il n'y a plus de financement, le projet n'existe plus, c'est pas jouable en fait. Voilà. Donc il y aura ce travail-là, il y a mise en réseau, mise en maquette, et aujourd'hui on a des réseaux qui sont très performants pour stabiliser les choses avec les partenaires. Alors il y avait une question devant. Je crois que je n'ai pas été clair. Nous sommes une société privée. Nous avons été identifiés. En fait, il y a des dizaines, des centaines de sociétés en France qui existent. Oui. Existe-t-il en fait un moyen pour vous, qui financez donc des projets, de nous mettre en exergue par rapport aux problématiques que peuvent rencontrer en fait que ce soit l'ADEME, que ce soit, il y a plein de, je dirais, de portails qui existent, mais en fait, il n'y a pas de lien. Parce que je le vois, mon quotidien est avec les collectivités, et je vois bon nombre de collectivités, pour ne pas dire la majeure partie, qui sont, entre guillemets, un peu perdues par rapport aux solutions qui peuvent exister, et qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui n'est pas pris en compte. Pour des collectivités qui ont l'habitude de poser des dossiers, c'est, entre guillemets, facile. Mais je rencontre plein de municipalités, là j'en ai une, c'est Beau Soleil par exemple, à côté de Monaco, la personne me dit « je n'ai pas les moyens humains de pouvoir répondre aux appels d'offres ». Ok, déjà j'ai identifié votre solution, alléluia, et je n'ai pas les moyens de répondre en fait, de passer à travers, je dirais, le processus que peut proposer
Ça, c'est encore une autre question. Mais déjà, si je voulais de proposer, vous, est-ce que vous pouvez, avec le temps, être en mesure de dire, bon, voilà les types de solutions qui peuvent exister par rapport à des problématiques. Je pense que c'est ce qu'Alexia a formulé tout à l'heure, hein, en disant on est capable de vous restituer les projets sur aide territoire qui ont fonctionné, qui ont obtenu un financement, et à vous restituer non seulement le projet, mais aussi son maquettage et son parcours d'instruction. Je pense que c'est ce que Aide Territoire va développer, et Alexia nous en a parlé. Oui, et sur la partie peut-être plus entreprise, nous, on avait justement cette volonté. Alors voilà, nous aussi, on évolue en fonction des moyens qui nous sont donnés. Hein. Mais une des perspectives de la feuille de route d'Aide Territoire était justement de valoriser les différents prestataires, notamment en matière de biodiversité, qui pouvaient apporter des solutions aux collectivités. Donc c'est un des objectifs d'Aide Territoire. Maintenant, voilà, on verra si c'est priorisé dans notre roadmap 2024. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des besoins que nous ont remontés à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités qui n'ont pas toujours le temps et la visibilité sur toutes les solutions existantes. Il me semble que les ARB pourraient avoir un rôle là également, non? Le monsieur de l'ARB qui s'exprimait tout à l'heure. Ah, peut-être il n'écoutait pas. Mais enfin, je pense qu'on peut aussi... non, c'est pas grave, hein, mais les ARB peuvent aussi venir en conseil des collectivités lorsqu'elles ne savent pas comment faire. Il y a une question là-bas. Oui. J'avais juste peut-être une question avant. Ouais, il y a ici aussi. Si vous m'entendez? Oui. Donc, rapidement, juste pour l'anecdote aussi, donc je m'appelle pas Elsa, mais Marceau, c'est le nom que m'a donné le quiz. Ouais, donc voilà. Petite question très rapide pour Aide Territoire. En fait, je me demandais justement si les fonds privés du type Maïf, bon, si je le comprends bien, il est à la fois privé et public puisqu'il est dans le cadre de la CDC. Je me demandais s'ils étaient répertoriés justement dans Aide Territoire. Et pour répondre éventuellement peut-être à la question de monsieur juste avant, moi je représente le PETR du Pays d'Épinal Cœur des Vosges, et en fait une des réponses au fait qu'il n'y a pas de moyens humains dans les communes pour répondre aux appels à projets par exemple, nous en fait, structure qui est un petit peu une collectivité locale, supra, donc syndicat mixte, fermé, etc., on a développé en fait un service d'ingénierie et d'accompagnement des collectivités pour le montage. Donc en fait, on est un peu une supra-administration qui vient aider. On va, avec les maires, remplir les appels à projets avec eux. Donc ça peut être aussi une solution, c'est de regarder aux échelles supra quels peuvent être les moyens humains qui peuvent être délégués justement plus localement. Voilà. Merci. Oui, pour répondre sur le fonds Maïf pour le vivant et plus généralement sur les fonds privés. Alors, le fonds Maïf est bien sûr Aide Territoire, dont la date de clôture est, tu l'as dit tout à l'heure, le 22 décembre. Donc oui, il est bien répertorié sur Aide Territoire. On a plusieurs fondations, grandes associations nationales, même des entreprises privées qui valorisent leurs appels à projets. Alors bien sûr, nous, notre exigence, c'est que ce soit bien des aides sans contrepartie financière de la part des collectivités qui candidatent et qui en sont lauréates. Mais en tout cas, oui, on a des structures privées qui mettent leurs aides sur Aide Territoire. Maintenant, on n'est pas exhaustif comme on peut l'être sur les aides nationales publiques. Voilà. Mais effectivement, par exemple, le fonds Maïf est bien identifié. Et concernant les ARB, Laurence, l'ARB Normandie est en train d'expérimenter un système de dialogue avec les mécènes territoriaux pour identifier les projets et porter à connaissance en amont les projets aux mécènes, donc qui sont les fondations d'entreprise, et faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre les porteurs de projets et les financeurs au travers le mécénat. Donc c'est une expérience pilote en Normandie, et si elle fonctionne, elle sera étendue à tout le territoire. Donc les ARB aussi vont jouer ce rôle-là auprès des acteurs de la biodiversité. Donc et je crois qu'il y a une expérimentation de ce type aussi du côté de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Alors, une question. Et je complète, il y a effectivement ce dispositif Mécé Naturel donc, qui a été lancé par l'ARB Normandie et aussi porté par l'ARB Sud et l'ARB Bourgogne-Franche-Comté. Par rapport à votre remarque sur la nécessité effectivement d'ingénierie et d'aide à l'ingénierie et portage de projets sur les territoires, dans le cadre du LIFE Biodive France,
je tourne vers mon directeur, c'est ça, c'est le bon nom. Pratiquement toutes les ARB vont pouvoir être dotées au moins d'un poste qui vont aider pour ce montage de projet, parce qu'on a effectivement parfaitement conscience qu'en fonction de la taille de la collectivité ou de l'EPCI, c'est pas toujours simple, et qu'on n'a pas les mêmes services dans une grande métropole que dans une commune rurale. Et dernière remarque sur la conférence des financeurs, puisque je suis aussi conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, ça existe puisqu'il faut qu'on optimise les financements liés à la biodiversité, même si ça monte, je l'ai dit hier devant le directeur de l'OFD, je le redis ici, il n'y a quand même pas un pognon de dingue pour la biodiversité globalement sur les territoires et en France, et on remercie les financeurs qui sont là. Il faut quand même qu'on aille sur de l'optimisation. Et il y a un vrai sujet sur les régions qui n'ont pas de ressources dédiées sur ce type-là, à l'inverse des départements qui ont de la taxe d'aménagement, alors qu'elles assument en particulier le chef de fila et qu'elles sont aussi des gros pourvoyeurs, enfin qu'elles essayent de financer autant que possible sur leur RNR et sur d'autres dispositifs. Mais sur le portage et l'aide de portage, c'est hyper important. J'espère que dans le cadre de ce live-là, on arrivera à faire avancer les choses. Donc les choses s'améliorent. On espère. Bonjour, donc Romain Debray de l'Agence normande de la biodiversité. Je voulais juste avoir un complément, parce que je ne sais pas si ça avait été dit dans l'atelier, mais sur le sujet des financeurs, je pense qu'il y a un point d'alerte qu'il faut quand même à chaque fois répéter, même si c'est dit à chaque fois. Mais pour les financeurs publics ou privés, le format appel à projet, il est certes très confortable pour celui qui porte son dispositif de financement, mais il faut bien comprendre que pour les porteurs de projets, c'est pas du tout souple et c'est très compliqué en fait. Ça les oblige à créer une ingénierie en interne pour pouvoir se structurer administrativement, d'un point de vue comptable, d'avoir des fonctions support pour pouvoir répondre, suivre et faire les bilans de tous ces projets-là. Des fonctions support qui ne sont jamais prises en charge dans les plans de financement, justement des appels à projets en question. Donc c'est très facile pour le financeur, on le comprend très bien, ça permet de cadrer, d'avoir un calendrier, une enveloppe, etc., etc. Mais pour les porteurs, ça facilite ceux qui sont prêts, ça crée de l'inégalité territoriale parce qu'il y a des collectivités de petite taille, etc., qu'on ne voit dans aucun appel à projet, qu'on ne voit jamais. Et ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien, c'est juste qu'ils sont démunis par rapport aux autres parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie nécessaire. Alors les ARB, en effet, sont là pour faire de l'appui au montage de projets, mais le public, il est très très vaste, il est très large. Les projets potentiels, ils sont nombreux. Donc parfois, il faut aussi savoir un peu sortir ses zones de confort, partir sur des financements type fil de l'eau ou quoi que ce soit. Mais franchement, ce format appel à projet, il pénalise beaucoup de monde, aussi bien les instructeurs, ça prend beaucoup de temps, ça vous prend beaucoup de temps. Et c'est autant d'argent qu'on n'utilise pas pour agir concrètement sur ce qui nous mobilise tous, la reconquête de biodiversité. Donc ça, c'est vraiment un élément que je voulais mettre en avant parce que c'est quelque chose qui ressort et qui nous est à chaque fois formulé par les porteurs de projets, qu'ils soient associatifs ou collectivités. Oui, je valide. bien que comment dire, portant un appel à projet annuel en l'occurrence, c'est-à-dire récurrent, qui ne nécessite pas forcément de répondre tout de suite, dans la minute, sinon on perd l'aide. Mais on a bien constaté que dans les dernières années, on a eu énormément d'appels à projets qui ont été lancés de différents organismes, en fait. Et effectivement, les maîtres d'ouvrage se concentrent sur cette réponse-là, aux différents appels à projets, et quasiment, ils perdent de l'énergie sur le projet lui-même, en fait. Donc on en a bien conscience. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, on va sortir de l'appel à projet et rentrer dans une modalité classique, désormais, très rapidement, d'ici l'année prochaine. Voilà, on en a conscience, mais parfois, les appels à projets sont utiles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je reprends la main au niveau de l'ARB Centre-Val de Loire. Sur les aspects d'ingénierie, je voulais quand même citer, la NCT n'est pas là, c'est vraiment frustrant parce qu'ils portent des dispositifs Petites Villes de demain et là, Village d'avenir, qui sont aussi des supports d'ingénierie pour ces territoires qui en sont souvent dépourvus, à condition que les agents qui portent ces sujets-là aient conscience des enjeux de biodiversité. Je m'explique. L'exemple que je prends souvent, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Si on n'a pas conscience des espèces protégées qui sont présentes dessus, on va faire des massacres sur les hirondelles, martinets, chauves-souris et j'en passe. Donc on a en tout cas un effort de monter en compétence aussi de ces acteurs qui sont au contact des collectivités, y compris rurales, qui n'ont aucune ingénierie en propre, pour qu'il y ait cette transversalité de l'enjeu biodiversité qui soit bien en compte et qu'on arrête aussi de financer, ça a été un peu évoqué je crois dans la matinée, dans la plénière ce matin, tout ce qui va détruire la biodiversité par d'autres sources de financement. J'ouvre pas le débat parce qu'on commence à avoir faim, mais ça va être un sujet aussi, on apporte de l'argent pour la biodiversité, mais est-ce qu'on peut aussi arrêter d'en donner à ce qui en détruit? Et le dernier sujet que je voulais revenir, c'est
je voulais juste remercier Romain d'avoir cité le fait que les appels à projets aujourd'hui on n'en peut plus. L'espoir que j'y vois, c'est que le fonds vert aujourd'hui donne de la liberté et de la visibilité à quasiment à échelle d'un an, voire pluriannuel, parce qu'on a quand même des sons de cloche, comme quoi on a une volonté de pérenniser cet outil financier-là, mais on reste quand même sur le premier arrivé, premier servi, avec des difficultés encore une fois sur le manque d'ingénierie. On ne peut pas monter des projets dans les temps, les gros passent devant, enfin, c'est un cercle un peu vicieux, mais en tout cas, voilà, c'est bien qu'on puisse en parler aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, on a plein de débats aujourd'hui. Les acteurs privés de la finance souhaitent pouvoir accompagner des projets de biodiversité. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, hein. Mais aujourd'hui, il va falloir que les acteurs de la biodiversité soient force de proposition. Sinon, vous allez vous voir imposer la temporalité de la finance, l'immédiateté des résultats, le net gain, etc. etc. On a évoqué la répartition des financeurs. 40% des financements que vous obtenez viennent des collectivités. Donc si les appels à projets, ça ne marche plus, ou s'il faut en faire moins, c'est un dialogue à engager avec les collectivités. L'agence de l'eau, Laurence a répondu, ils sont en train de réfléchir à changer la maquette. L'appel à projet, sa vocation, c'était d'obtenir et de cibler des résultats. Je veux un résultat, je choisis un territoire, je choisis une enveloppe et je propose aux acteurs du territoire d'atteindre ces résultats. C'est ça un peu le phénomène appel à projet, c'est aussi le fait de mettre en lumière. Parce que nous, les modalités, on les a, elles sont dans notre programme. L'intérêt des appels à projets, souvent, c'est de faire un coup, entre guillemets, c'est-à-dire d'être visible. Ça se voit, c'est sur Internet, on a des outils qui vont avec, des outils de communication et tout ça. Donc ça sert à ça, l'appel à projet. Après, ça doit se transformer en quelque chose de plus classique, normalement. Et donc, il y a vraiment ce travail-là, et il faut construire des partenariats avec les grands réseaux associatifs. Et il faut que vous nous proposiez des solutions pour vos besoins. Quelles sont les maquettes pour demain? Quels sont l'argument de ces maquettes? Vous allez formuler, donc il y a la stabilité des emplois, mais il y a le temps de la gestion en matière de biodiversité. Si on n'a pas de vision au-delà de 2 ans, 3 ans, c'est compliqué d'aller au bout d'un plan de gestion. Donc vous avez entre vos mains de nombreux arguments qui vont être utiles. Il y a de plus en plus d'enveloppes financières qui arrivent, donc on pourra nous organiser les échanges. Et dans le réseau des ARB, c'est un bon lieu pour faire ces échanges. Mais il faut faire se rencontrer les potentiels financements croissants et l'amélioration de la mise à disposition de ces financements auprès des réseaux de gestionnaires. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va vous remercier pour toutes ces questions, votre participation. Ceux qui veulent lire les rapports de la CDC, n'hésitez pas. Et puis merci à tous et bon appétit. Ils peuvent venir là. Merci.